c'est bon maintenant, vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien, Monsieur le Président. Je voulais vraiment, Monsieur le Président, vous remercier pour votre écoute attentive et pour avoir bien noté les points les plus importants de notre rapport. Et je voulais aussi remercier la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour l'intérêt porté au Sénégal et notamment au rapport qui a été produit par le Sénégal. Après avoir entendu les commissaires, nous avons bien noté qu'il y a eu une lecture minutieuse du rapport qui a été présenté par le Sénégal. Et nous voudrions aussi, je voudrais pour ma part, au nom de la délégation sénégalaise, vous remercier pour les nombreuses mais très intéressantes questions et observations qui ont été formulées à l'endroit du rapport du Sénégal. Je voudrais, avec votre autorisation, donner rapidement quelques premières impressions. Après quoi, je voudrais, si vous le souhaitez et si vous le permettez aussi, être complété par mon collègue, M. le ministre Sow, qui est chargé de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Après quoi, nous allons vous demander, si cela est permis par les règles, de nous accorder du temps pour préparer des réponses rigoureuses, bien documentées, aux questions qui nous ont été posées. Bien évidemment, nous avons la possibilité de répondre tout de suite ou dans quelques minutes à la plupart des questions, pour ne pas dire à toutes les questions, à la plupart des questions, mais nous aurions souhaité, parce que nous croyons que c'est ça qui est visé, donner le maximum d'informations le plus clairement possible et le plus documenté possible. Donc, si vous le permettez, nous allons prendre le temps d'élaborer nos réponses et de vous revenir à une date dont on conviendra pour des réponses plus complètes, plus exhaustives. Voilà. Mais première impression, c'est d'abord sur la production des rapports du Sénégal devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre pays est très respectueux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Tout à l'heure, cela est apparu au cours des discussions. Le Sénégal est l'un des premiers pays, j'allais dire un pays pionnier, pour la rédaction et la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre pays prend part à ce mécanisme depuis 1982. Pendant longtemps aussi, notre pays s'est employé à respecter la production de rapports selon le rythme qui est arrêté dans le mécanisme. Ces dernières années, il y a eu un retard et vous l'avez indiqué. C'est pour ça que la délégation vient aujourd'hui pour compléter, pour être à jour, pour ainsi dire, sur la production de ces rapports. Cela dit, je voulais aussi dire que notre pays est un pays qui, traditionnellement, est réputé pour un pays étant un pays démocratique. Dans notre pays, nous organisons. Nous ne vous entendons plus. Ah oui. D'accord, ça va maintenant, ça va. Vous pouvez y aller, excellent. Oui, j'étais en train juste de dire que notre pays est une démocratie qui s'emploie à respecter tout ce qui est standard démocratique. Nous organisons régulièrement des élections qui ne font quasiment pas l'objet de contestation. Pour prendre juste l'exemple des dernières élections que nous avons tenues dans notre pays, c'est qu'au cours de l'année 22, nous avons tenu des élections locales dont les résultats ont été acceptés par tous. Il y a de grandes villes aujourd'hui qui sont dirigées par l'opposition. Voilà, et nous le respectons. Nous avons organisé, toujours dans l'année 2022, des élections législatives. Et ces élections législatives ont permis d'avoir des résultats que nous connaissons. Aujourd'hui, la majorité politique à l'Assemblée nationale n'est quasiment que d'une voix. Ça veut dire que les élections ont été transparentes et les résultats ont été acceptés par tout le monde. Au plan de l'état de droit, le Sénégal aussi est un état de droit qui respecte les droits de l'homme. Aujourd'hui, notre pays, je pense, en Afrique, mais aussi dans le monde, est un des pays qui fait le plus d'efforts
pour respecter les droits de l'homme. Et quand on dit les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme tels qu'ils sont consacrés par les mécanismes onusiens, internationaux, universels, mais aussi les mécanismes régionaux. Et notre pays... vous m'entendez bien, M. le Président? Très bien, nous vous entendons très bien. Très bien, je disais donc que notre pays est un pays respectueux des standards de l'état de droit, du respect de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, toutes les normes d'indépendance de la justice sont garanties. Je ne citerai pas de texte, je ne citerai pas de jurisprudence, mais je ferai juste allusion à quelque chose qui est très important, c'est le respect des droits qui sont accordés aux justiciables, ceux qui doivent se présenter devant la justice. Tout à l'heure, vous avez eu à parler d'un exemple. Vous avez dit que M. Ousmane Sonko avait été assigné à résidence. Je voulais souligner que c'est une erreur. Il n'est pas assigné à résidence. Il n'y a pas au Sénégal un seul individu qui soit assigné à résidence. Non, je pense que c'est une information qu'il faut rectifier. Personne n'est assigné à résidence au Sénégal. Il se trouve juste que lorsque ce leader de l'opposition est condamné par est convoqué par la justice, convoqué par la justice, comme tous les citoyens qui sont convoqués par la justice, voilà, quand il se rend devant la justice, avant de s'y rendre, il lance un appel à l'insurrection. Il demande à tout le monde de venir l'accompagner au tribunal pour qu'en fait la justice ne puisse pas se rendre ou s'exercer de façon sereine. Eh bien, il appartient simplement à l'État du Sénégal de faire en sorte que la justice se rende de façon sereine. Et lorsqu'il y a des initiatives de perturbation de la justice ou lorsqu'il y a des initiatives pour qu'il y ait de l'insurrection et que la justice ne puisse pas travailler, eh bien, l'État du Sénégal ne va pas croiser les bras. L'État du Sénégal va prendre les mesures qu'il faut pour permettre à la justice de fonctionner. Et donc, d'empêcher à ceux qui défient la justice, ceux qui ont une attitude de défiance vis-à-vis de la justice, ceux qui menacent les magistrats, les insultent les institutions, eh bien, l'État prend tout simplement les dispositions pour que la justice soit rendue. Et sur toutes ces questions aussi que vous évoquez et qui sont liées notamment à M. Ousmane Sonko, je rappelle que l'État du Sénégal n'est parti dans aucune de ces procédures. Aucune. L'État n'est pas concerné. Dans les deux cas d'affaires dans lesquels il est impliqué, oppose pour l'essentiel des individus. Dans le premier cas, c'est une affaire de diffamation. L'affaire de diffamation oppose Mame Mbaye Niang, intitut personnel, pas escalité d'ailleurs, mais Mame Mbaye Niang, personne sénégalaise, citoyen sénégalais, à M. Ousmane Sonko, citoyen sénégalais. L'État n'a rien à voir dans ça. Dans la deuxième affaire, qui est une affaire de présumé viol, l'affaire toujours oppose une dame qui s'appelle Adji Sarr et Ousmane Sonko. L'État du Sénégal n'est pas parti au litige. L'État du Sénégal n'est pas intéressé par les litiges. En revanche, l'État est certainement intéressé parce que la justice se rende normalement par la distribution de la justice pour que les affaires qui sont en cours devant la justice se passent normalement dans le respect des droits de la défense. Et ça aussi, nous pourrions y revenir dans les réponses élaborées qui vous seront apportées. Donc voilà juste quelques considérations que je voulais faire. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées sur la liberté de réunion, de manifestation qui est garantie au Sénégal. Au Sénégal, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est le régime de la déclaration ou le régime de l'enregistrement. Eh bien, dans notre pays, c'est le système de la déclaration. Ça veut dire que lorsque vous voulez constituer une déclaration ou lorsque vous voulez faire une marche, il faut juste faire une déclaration. On n'a pas le régime de l'autorisation ou le régime de l'enregistrement. Et dans notre pays, les libertés de réunion, d'association sont toujours respectées. Tout à l'heure, on a donné les statistiques pour montrer que le nombre d'interdictions de manifestation est marginal, voire très faible. En revanche, vous avez raison, sur l'arrêté Ousmane Ngom, c'est quelque chose que nous assumons. Sur l'arrêté Ousmane Ngom, parce que nous nous sommes rendus compte que le Sénégal est constitué de quasiment
197 000 kilomètres carrés. Donc, c'est un grand pays. On peut organiser des marches partout à Dakar et partout au Sénégal. Mais pour le centre-ville, nous avons considéré que par l'histoire, il y avait parfois des manifestations qui avaient empêché le fonctionnement normal des services publics. Il y avait parfois des manifestations qui étaient à l'origine de troubles de l'ordre public qui fait que le petit commerçant ne pouvait plus vendre, qui font parfois que le boutiquier au marché Sandaga ne pouvait pas vendre parce que quand il y a des manifestations, ils sont obligés de fermer boutique. Nous avons considéré que ce centre-ville étant pour l'essentiel le centre des activités économiques, mais aussi le centre des services publics, il était question simplement de protéger, de sanctuariser ce centre-ville et qu'en dehors de ce petit espace, les manifestations sont autorisées dans tout le pays. Vous savez que dans les démocraties même les plus avancées, il y a toujours des espaces où on interdit la manifestation. Mais pour l'essentiel, donc la liberté de réunion, de manifestation sont des libertés bien respectées au Sénégal. Pour le processus de ratification, aussi, je voulais vous rassurer, mais avant d'arriver sur le processus de ratification, il y a quand même une question qui a été posée et qui concerne l'actualité et qui me paraît importante. C'est là où les questions posées par la rapporteure et qui portent sur la liberté de la presse. Bon, là aussi, je voulais rassurer qu'au Sénégal, il y a toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une effectivité de la liberté de la presse. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté de la presse de façon significative. Il n'y en a pas. Il y a un code de la presse qui a été adopté de façon consensuelle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est question d'aller plus en avant et il est de plus en plus d'ailleurs envisagé. Le délit de presse existe. C'est une question qui a été posée par l'heure. Oui, le délit de presse existe toujours, mais il est de plus en plus question d'aller vers ce qu'on appelle la dépénalisation du délit de presse. Et aujourd'hui, le président de la République a demandé aux journalistes de finaliser la dernière réforme du code de la presse, de lui soumettre ce code de la presse pour qu'il fasse l'objet d'adoption. Mais sur cette liberté de la presse, on a évoqué le cas d'un journaliste qui a été arrêté. Il n'est pas arrêté en tant que journaliste. Il est arrêté plutôt en tant qu'influenceur, pour parler ainsi maintenant, parce qu'il s'agit d'un journaliste, en l'occurrence Pape Alé Niang, pour ne pas le nommer, qui a un site sur lequel il prend des positions politiques. C'est son droit, le plus absolu, évidemment. Chacun peut prendre des positions politiques. Il prend des positions politiques. Mais s'il s'agit simplement d'afficher des positions politiques, de développer des positions politiques ou d'apporter un soutien à un candidat ou à des candidats de l'opposition, jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, il y a un problème lorsque ce journaliste utilise son site pour faire ce qu'on appelle la diffusion de fausses nouvelles. C'est des nouvelles qui ne reposent sur rien. Et souvent des nouvelles qui ont aussi pour objet de saper le moral des forces de défense et de sécurité, en diffusant, par exemple, des informations relatives aux forces de défense et de sécurité qui sont fondées sur rien, sauf que si c'est fondé sur quelque chose, ils apportent la preuve et ils n'ont aucun problème. Donc, si c'est des fausses nouvelles qui ne sont étayées par aucune preuve et qu'il s'agit de mesures qui visent à saper le moral des forces de défense et de sécurité, à semer le trouble, à inciter à des troubles à l'ordre public, évidemment, l'État aussi prend ses responsabilités. Voilà, j'ai juste ça. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun journaliste qui soit en prison pour ce qu'on pourrait appeler des délits de presse. Il n'y en a pas. Voilà, il y a un journaliste, il y a même un deuxième que vous avez oublié. Là, je vais vous le compléter. C'est un journaliste qui s'appelle Pam Ndiaye. C'est la même chose. C'est une diffusion de fausses nouvelles visant notamment à jeter le discrédit sur le fonctionnement de la justice. Voilà, en disant que le procureur a voulu faire ça, mais tous les substituts du procureur ne sont pas d'accord, ils sont opposés. Et évidemment, c'est des choses parfois qui sont graves et l'État ne peut pas aussi rester les bras croisés sur ça.